Good morning, afternoon. Bonjour, bon après-midi ou encore bonsoir, cela dépend où vous vous trouvez. Je me présente David Price, secrétaire de presse, et nous sommes ravis de vous accueillir aux réunions de printemps avec le président Malpass. Monsieur Malpass fera son discours liminaire. Nous passerons aux questions, comme je l'ai dit, puisque la transparence est également Twitter. Vous pouvez nous envoyer là vos questions sur Twitter. Pour ceux qui nous envoient des questions, merci, et nous rechercherons les questions en ligne. Et j'espère que vous comprendrez que vous allez tous bien et que nous le souhaitons. Monsieur le Président, merci David. Bonjour à tout un chacun. C'est une semaine extrêmement chargée cette semaine et l'on se réunit. C'est un moment de crise. Nous avons la Covid, nous avons l'inflation, nous avons la guerre. Et dans les perspectives de croissance, nous avons vu également une régression. La Chine également a reculé et les économies auront des difficultés, mais surtout la guerre en Ukraine et les conséquences de cette guerre exerce des pressions sur les pauvres dans le monde entier pour s'ajouter à la charge de la dette et une surcharge et la fragilité également de l'environnement mondial. L'une des transmissions et des mécanismes de transmission, bien sûr, c'est les pénuries d'engrais, de pétrole et d'alimentation, ce qui est absolument essentiel pour le cycle de l'agriculture et donc c'est l'insécurité alimentaire qui perce et ceci durera sans doute des mois et sans doute jusqu'à l'année prochaine. Les prix alimentaires sont déjà en augmentation de 37% d'année en année. Il y a eu donc une modification des prix puisque c'est davantage que le CPI et c'est très important car cela mesure combien cela touche les pauvres qui doivent davantage dépenser dans leur budget alimentaire de jour en jour. Donc si vous voyez cette augmentation, vous voyez l'inégalité, la charge pour les différentes crises mondiales. La Banque mondiale a agi rapidement au vu de la crise, tant de la Covid en 2020 et 2021. C'était d'ailleurs l'une des plus grandes dans l'historique de la Banque mondiale. Et aujourd'hui, nous versons des fonds en Ukraine et nous avons des engagements, des dégagements qui s'accélèrent et presque $1,5 milliard de dollars, et ce, dans la dernière annonce que j'ai réalisée la semaine dernière en Pologne. Cela fait partie donc du financement et d'augmentation de la Banque mondiale que nous allons réaliser dans les 15 mois à venir, et ceci devrait toucher 170 milliards de dollars. Donc, c'est les plus gros engagements de la Banque mondiale de tout temps. Nous travaillons également à d'autres questions d'intérêt dans les pays en développement. Les vaccins, c'est très important. Nous allons continuer à aller de l'avant. Nous avons des programmes et nous serons engagés à hauteur de 11 milliards de dollars pour les programmes vaccinaux dans 18 pays d'ici la fin du mois de juin. Nous travaillons à la transparence de la dette et la durabilité de la dette également, des solutions pour les pays en développement. Et ceci touche tant les pays à faible revenu qu'à revenu intermédiaire. Et nous travaillons de façon active dans le plan d'action pour le changement climatique et la formation de rapports sur le climat pour les pays en développement où nous identifions les grandes priorités pays par pays dans les efforts pour atténuer et pour s'adapter au changement climatique. Le monde doit prendre des mesures importantes pour aborder les différentes crises à l'heure actuelle. Tout d'abord, davantage de commerce, l'ouverture des marchés, les mesures sont très importantes et j'ai été intéressé de voir, j'ai accueilli avec plaisir les annonces de l'Inde pour commencer à vendre de ses stocks. C'est une mesure. L'ouverture des marchés par nombre de pays avancés pourrait ajouter à l'approvisionnement mondial et atténuer les impacts sur les pays les plus pauvres. Et eux-mêmes doivent renforcer leur système pour produire davantage. L'un des points gris, c'est le manque d'investissement, tout particulièrement dans le monde en développement. Il faut trouver des politiques à l'avenir qui viendront ajouter des investissements.
L'une des solutions pour le monde, c'est de reconnaître que les marchés regardent à la prospective, ce qui veut dire que les politiques aujourd'hui ont un impact immédiat sur là où l'on va investir à l'avenir. Le monde peut prendre des mesures pour déterminer que l'affectation des capitaux des ressources mondiales peut s'améliorer. Ce que nous avons à l'heure actuelle, c'est une affectation de capitaux qui touche les inégalités les plus profondes et d'ailleurs cette inégalité s'aggrave, ce qui veut dire que les pays les plus pauvres sont à la traîne, n'avancent plus, n'ont plus les investissements qui sont nécessaires. Ceci en raison, bien entendu, des macro-politiques des économies avancées qui empruntent donc sur les marchés de capitaux internationaux, ce qui laisse moins pour d'autres pays, ce qui doit s'améliorer et les banques centrales doivent penser au taux d'intérêt. Il faut se servir de tous les instruments et ne pas être l'herbe sous le pied soit coupée en raison des interventions des gouvernements. Il faut des affectations de capitaux qui doivent s'améliorer, je le répète, c'est vital. Si l'on parle non seulement des taux d'intérêt, mais également de rétrécir les déficits des bilans des finances publiques, ce qui aura un effet de stimulant sur le climat des investissements mondial, car ceci aurait moins de place pour les banques centrales par rapport à la situation actuelle. Et bien sûr, des outils de réglementation qui pourront servir pour encourager davantage d'investissements dans les PME, dans les nouvelles entreprises également, et ce sera la partie dynamique d'une nouvelle économie. Là encore, je soulignerai que les marchés sont dans la prospective, donc ce qui veut dire que la stabilité des devises, les affectations politiques, tout ceci a un impact positif, alors que le monde tente de faire face à ces crises. Je souhaiterais mentionner un autre élément et ensuite passer à vos questions. La crise de la dette en elle-même est un sujet de conversation développé cette semaine au FMI, à la Banque mondiale et également parmi les pays du G20 et les groupes d'actionnaires qui se regroupent cette semaine. Il est vital. Nous savons ce que les données nous montrent. Un renforcement de la dette, tout particulièrement dans les pays les plus pauvres. Il est important que le processus de résolution commence très tôt. Si l'on attend, les conditions ou que les résolutions seront encore plus difficiles à appliquer. Le Sri Lanka, par exemple, en est la preuve. Il est important d'avoir des comités de créanciers dès le départ. L'on a appelé aujourd'hui à la Chine pour créer un comité pour la Zambie, ce qui permettra la mise en œuvre du cadre commun. Je vous le dis, alors que les taux d'intérêt progressent, les pressions s'exercent de plus en plus sur les pays en développement et il nous faut aller vite vers des solutions. Merci et je passerai maintenant à vos questions. Merci. Très bien. Nous avons la première question qui nous vient de la Chine la semaine dernière avec le FMI et le programme de l'alimentation. Vous avez demandé une action coordonnée sur la sécurité alimentaire. Le problème est-il grave? Quel est l'accord qui pourrait éventuellement ressortir des réunions de printemps? Le problème alimentaire est grave. Je vous ai parlé des prix qui progressent d'année en année. C'est l'un des aspects. C'est pire d'ailleurs à certains égards, car les prix évincent les plus pauvres. Et ce sont ceux qui sont dans les pays pauvres, tout particulièrement dans les zones rurales, qui sont touchés le plus dur. Et la tendance étant l'alimentation moins nutritive si les autres aliments ne sont pas disponibles, ce qui veut dire que les plus pauvres vont se tourner vers le riz qui n'a pas la nutrition nécessaire. C'est une crise grave qui est aggravée par la pénurie d'engrais, ce qui veut dire que le cycle agricole n'est pas aussi bon qu'il le devrait. De l'autre côté, les marchés réagissent rapidement. Nous entrons dans ce cycle d'insécurité alimentaire par des réserves toutefois assez importantes dans le monde. Si on pouvait les ouvrir et il y aurait ainsi progrès. Et de plus, l'approvisionnement alimentaire et des engrais et de l'énergie peut être amélioré par les pays nettement s'ils le décident, mais il faut commencer dès le départ.
Et donc, en ce qui concerne les réunions de la semaine, des discussions profondes se sont tenues hier. Je ne crois pas qu'il y aura un accord international sur l'alimentation, mais je crois et je pense que nombre de pays vont tendre la main et vont trouver des solutions individuelles pour atténuer la crise alimentaire et celle des engrais. Merci. Merci. George Riefi, au Ghana, étant donné l'impact des prix alimentaires et étant donné la crise en Ukraine, est-ce que le Ghana et d'autres devraient avoir une meilleure mobilisation des recettes plutôt que de se tourner vers les marchés obligataires? Les pays devraient mettre en place des politiques qui sont solides et qui vont attirer les investissements et par les investisseurs nationaux et étrangers. Certes, des politiques de mobilisation des recettes sont importantes, mais ce devrait être des politiques de croissance et attirer les investissements du secteur privé. La tendance étant d'avoir trop d'accent mis sur les investissements par le service public. Donc, ceci n'a pas une incidence sur la concurrence, notamment. Et ces étapes sont importantes en ce qui concerne les euro-obligations. La difficulté est que les gouvernements se servent des produits maintenant de façon efficace s'ils empruntent. Et un conflit d'intérêts étant que les gouvernements peuvent emprunter et les gouvernements à l'avenir et leurs citoyens devront payer ces emprunts. Si vous empruntez en principal, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois, même si vous avez un taux d'intérêt à 0% par la suite, ce qui n'est pas d'ailleurs à disposition pour les pays en développement. Si vous avez un taux d'intérêt par la suite moindre, vous ne pourrez emprunter sur le principal à nouveau, car c'est là un apport de fonds en une seule fois, ce qui doit être efficace, et la préoccupation étant que ça n'a pas été le cas dans certains pays, et ce, avec une dette insoutenable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important que nous ayons une résolution, un processus au départ utile pour la dette non soutenable. Nous travaillons avec le FMI et nous encourageons le G20 d'ailleurs à aller vite à cet égard. Merci. Merci. Une question de l'Ukraine, Dimitri Adopchenko de la TV Ukraine. Comment la Banque mondiale va appuyer l'Ukraine en cette période extrêmement difficile? Nous voulions avoir un appui immédiat pour aider l'Ukraine et continuer certains des services de la fonction publique. Nous avons été en mesure de mobiliser $1 milliard en financement d'urgence immédiatement après l'invasion russe en Ukraine et pour les travailleurs dans les hôpitaux, pour les retraites et autres services de l'État. La semaine dernière, nous avons annoncé $1,5 milliard d'appui supplémentaire pour les services essentiels de l'État. Et cette semaine, jeudi, nous tenons une réunion avec l'Ukraine et les pays qui l'appuient pour rechercher une assistance qui tiendra compte du moyen terme, du court terme et du coup des besoins des Ukrainiens à long terme. J'étais en Pologne la semaine dernière, en Roumanie, et j'ai félicité les gouvernements et les citoyens de ces pays de leur appui pour les réfugiés qui viennent de l'Ukraine, et j'ai été ravi de voir que certains de ces réfugiés retournent en Ukraine. Je l'ai vu. Alors que l'Ukraine de l'Ouest se stabilise. Nous avons été encouragés par cette tendance, mais nous pouvons également être conscients que la guerre continue et qu'il y a des millions de personnes déplacées en Ukraine qui ont besoin d'un appui. Nous allons y travailler cette semaine. Merci. Question suivante, Yolanda Morales du Mexique. Le gouvernement mexicain a décidé de demander un appui technique à la Banque mondiale. Est-ce que vous pourriez nous dire si les chocs de l'inflation seront couverts par la Banque mondiale à cet égard? Nous avons des représentants au Mexique de la Banque mondiale qui ont rencontré les responsables mexicains pour trouver le moyen
de travailler au niveau national, subnational, avec les villes également, avec les gouvernements. Nous sommes là pour appuyer cet effort, mais nous encourageons ce que nous souhaitons également, c'est un appui ciblé pour ceux qui en ont le plus besoin. Et nombre de pays ont des systèmes qui peuvent être efficaces à cet égard. Et nous reconnaissons que alors que les prix de l'alimentation augmentent, ceci touche les pauvres davantage. Je vous dirais, Madame, que j'ai vu le gouvernement mexicain ce matin et on a entendu les défis auxquels sont confrontés le Mexique. Au niveau budgétaire, c'est une prudence qui s'est imposée. Et les difficultés de l'inflation sont connues par le Mexique aujourd'hui et le monde entier d'ailleurs. Et il y aura des efforts pour appuyer les citoyens au Mexique. Et ce que nous souhaitons, c'est travailler avec les entités gouvernementales à cet égard. Merci. Merci. Question suivante, Odina Shima du Nigeria. La Banque mondiale a indiqué au Nigeria de mettre fin aux subventions, mais c'est 3 milliards de dirhams en 2022. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que ceci va être un poids pour l'économie? Les subventions généralisées, tout d'abord, les subventions sont onéreuses car elles vont à tout un chacun et elles sont utilisées davantage par les riches que par les plus pauvres. Ces subventions ne sont pas ciblées. Si subventions il doit y avoir alimentaires ou pour le pétrole, nous demandons qu'elles soient ciblées, bien ciblées, soigneusement ciblées pour ceux qui en ont le plus besoin. Et nous avons encouragé le Nigeria à revoir ses efforts de subvention. Autre chose que je vous dirais sur le Nigeria, c'est un système de change qui est complexe, qui est à multistrate et qui n'est pas aussi efficace que s'il n'y avait qu'un seul taux de change en place. Il faudrait que ce soit appliqué, fondé sur le marché, un taux de change stable dans la durée, ce qui attirera des investissements et ce qui signifie qu'il y a une certaine discipline dans la politique budgétaire du pays. Ce serait utile. Le Nigeria également a des entraves commerciales, des obstacles commerciaux et qui produisent une distorsion des courants commerciaux. Ceci pourrait être modifié pour aider les Nigérians à l'avenir. J'ai bien noté la situation complexe à laquelle vous êtes confrontés, des armes vers l'Afrique du Nord. Vous êtes confrontés à des non-nigériens qui produisent des violences dans le pays. C'est une situation extrêmement difficile à laquelle est confronté le gouvernement et je crois que dans le monde entier, l'on devrait comprendre la fragilité à laquelle est confrontée différentes régions du monde, tout particulièrement dans le Sahel et en Afrique subsaharienne, où les armes viennent de l'extérieur de l'Afrique, et ce qui est une grave charge pour les gouvernements dans le continent. Pour en revenir au Nigeria, il y a des opportunités extraordinaires étant donné les ressources naturelles et ses citoyens. Et le Nigeria pourrait voir une croissance accélérée grâce à l'amélioration de ses politiques. Merci. Next question in from Morocco, from Youssef Lakhdar of Hess Press, and this is translated from Arabic. What should oil importing states such as Morocco do at the present time? Que doivent faire les États qui importent de l'essence comme le Maroc dans la situation actuelle? J'étais au Maroc il y a un mois et je peux vous dire que la situation représente un véritable défi, notamment par rapport au prix de l'énergie. Le Maroc a besoin d'énergie pour fabriquer des engrais et ensuite les engrais sont nécessaires à leur tour pour les récoltes. Et c'est quelque chose qui est essentiel simplement pour que la population ait accès aux produits de base au Maroc. Donc c'est un défi à la fois sur le plan budgétaire mais également sur le plan social. Essayer de remplacer ces sources d'énergie, c'est quelque chose de très difficile.
Bien sûr, le caractère soudain de ce choc énergétique frappe les différents pays à travers le monde. Le Maroc n'y échappe pas. Il y a beaucoup de pays qui sont dans une situation semblable. Ils ont réagi rapidement et de manière précoce. Donc, je pense que c'est positif. Il faut maintenant essayer d'assurer des sources d'énergie pour l'avenir, même si c'est à un coût plus élevé. Je crois que ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut permettre à l'offre existante, notamment de gaz naturel liquéfié, de être acheminé dans les différents pays et que cette offre ne soit pas stockée par certains. Il faut que les pays les plus pauvres puissent y avoir accès maintenant et en même temps, il faut trouver de nouvelles sources d'approvisionnement pour l'avenir. C'est quelque chose qui doit être traité comme étant un défi à long terme pour le monde, c'est-à-dire accroître cet approvisionnement en énergie. Et j'ai noté l'ODD 7 des Nations Unies qui appelle à un accès à l'électricité pour les populations à travers le monde. Et on a encore 800 millions de personnes à travers le monde, justement, qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, nous devons renforcer les capacités des réseaux dans beaucoup d'endroits du monde afin d'essayer d'accroître l'accès à l'électricité et également nous devons être à même d'utiliser des sources d'énergie renouvelables. Donc, nous devons effectuer des investissements substantiels dans cette colonne vertébrale du système électrique mondial, dans les différents réseaux pour essayer de sortir de cette crise énergétique. Merci. Nous avons maintenant une question de la Mongolie. La Banque mondiale a annoncé donc ce package de 170 milliards de dollars. Est-ce que vous avez davantage de détails sur cela? Merci. La Banque mondiale fonctionne par des programmes nationaux et des programmes régionaux. Ces programmes sont constitués par les directeurs pays, par les directeurs des groupes de pratique également pour essayer d'avoir un ensemble de programmes efficaces pour le pays, que ce soit la Mongolie, le Nigeria ou d'autres pays que nous avons mentionnés aujourd'hui. La pierre angulaire ici, c'est d'avoir des plans et des programmes en place pour les pays qui bénéficient à la population et qui permettent d'alléger la pauvreté. Et cela doit également permettre aux revenus moyens de s'élever. Il faut que les investissements faits dans le pays soient productifs. Donc, on essaye d'identifier ces programmes et ensuite, on les élargit rapidement dans les pays qui ont déjà des progrès avec des résultats bénéfiques. Et très souvent, dans une situation comme celle-ci, une situation de crise, on affecte davantage d'argent aux programmes de protection sociale, donc avec des subventions qui vont aux plus pauvres, afin que ces personnes puissent sortir de cette crise. Et cela permet également de promouvoir la création de nouvelles entreprises, la création d'emplois. Et donc, c'est ce sur quoi on se concentre à travers le monde. Ce montant de 170 milliards inclut des montants de l'IDA et nous sommes bien sûr reconnaissants aux bailleurs de l'IDA. Il s'agit d'un des rares fonds fiduciaires qui œuvrent pour les pays les plus pauvres et c'est quelque chose qui est très efficace, qui a été reconstitué en septembre. La nouvelle reconstitution commencera le 1er juillet avec 93 milliards de dollars pour un laps de temps de 3 ans qui commencera le 1er juillet. Et dans le cadre de ces 170 milliards de dollars, on espère pouvoir en dépenser 50 milliards dans les 3 prochains mois. Également, tirer profit des fonds de l'IDA et des ressources de la BIRD. Il y a également l'IFC
C'est le bras secteur privé de notre groupe qui réalise des investissements dans les entreprises dans les pays en développement et bien sûr la MIGA également qui peut être très utile à cette fin, notamment dans le processus de reprise. Merci. Merci. Wall Street Journal, le Fonds monétaire a tiré la sonnette d'alarme concernant une fragmentation de l'économie. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie mondiale et les nations en développement? En effet, il est important que le commerce transfrontalier puisse se poursuivre ainsi que les investissements transfrontaliers. Et c'est encore plus vrai au sein des pays. Si, par exemple, vous essayez de faire croître votre pays en ne misant que sur les ressources d'une ville, vous pouvez vous imaginer que ce ne sera pas aussi efficace que si le capital peut se déplacer dans l'ensemble du pays. Le Congrès a passé des lois, par exemple, pour encourager le commerce partout dans les États-Unis. Il en va de même sur le plan international. Vos voisins sont parmi vos partenaires commerciaux les plus importants, c'est une vérité. Et le commerce et les investissements, tous deux doivent être à même de traverser les frontières. Et une fragmentation est quelque chose qui minerait la productivité du capital mondial. Et je pense qu'un effort important sera fait afin de réduire la dépendance quant à la Russie sur le plan énergétique et par rapport à la Chine pour les chaînes d'approvisionnement. On a à l'heure actuelle une surdépendance à l'encontre de ces pays. Alors que les chaînes d'approvisionnement spécifiques dépendent de moins en moins de la Chine et que la Chine entre dans d'autres secteurs et s'ouvre au marché de l'avenir, je pense en fait que c'est une étape nécessaire à franchir et pas forcément quelque chose de négatif. Il faut se pencher sur la croissance du commerce régional. Les chaînes d'approvisionnement régionales sont clés pour beaucoup d'endroits dans le monde. Je pense au Mexique également, qui est un partenaire commercial des États-Unis. Et il s'agit là d'une relation commerciale qui ne fait que croître. Donc je suis assez persuadée que le monde va continuer d'échanger de la sorte. Et je crois que cette semaine, il y a une envie très forte de garder les marchés ouverts et en fait d'élargir l'accès au marché dans le courant de cette crise. Et je crois que c'est la bonne réponse à donner à cette crise. Une déclaration commune a été réalisée entre le FMI, l'OMC et le Programme alimentaire mondial la semaine passée qui a justement dit qu'il faut augmenter l'approvisionnement mondial et non pas fermer les frontières dans le cadre de cette crise. Merci. Une autre question. Vous avez parlé d'une mauvaise allocation du capital cette semaine. Est-ce que vous pourriez clarifier? Il s'agit d'une question qui vient du Japon. Avant 2008, les banques centrales importantes, de manière générale, elles n'avaient pas d'obligation, elles avaient des instruments à court terme. Et puis, les choses ont changé fondamentalement avec l'allocation du capital qui a changé, qui est passé des petites entreprises aux grandes entreprises. Et on voit cela également dans les statistiques sur les inégalités qui se sont creusées au fil des années. Il y a également une lenteur des taux de croissance nominaux alors que les banques centrales avaient une croissance dans leur bilan. On a donc vu des revenus médians qui stagnaient. Les politiques fiscales ont également contribué à cette concentration de la fortune au sommet, ce qui est une mauvaise allocation du capital. Si l'on encourage les personnes qui détiennent le plus de capital à contracter davantage de dettes et accumuler davantage de capital, cela ne peut pas représenter une distribution optimale du capital. Lorsqu'on regarde les issues à la crise,
Il faut que les banques centrales et les autorités fiscales utilisent les instruments à leur disposition pour améliorer les allocations, pour qu'il y ait une allocation de capital qui aille davantage vers les petites entreprises, les nouvelles entreprises et les pays en développement. Et c'est quelque chose d'essentiel si l'on veut réduire le problème des inégalités et également amenuiser le problème de la fragilité qui frappe des pays à travers le monde. J'étais ravie de voir ces derniers jours que l'on a parlé de banques centrales qui iraient au-delà d'augmentation des taux d'intérêt, mais qui se pencheraient sur la réduction des bilans comme étant l'un des instruments à leur disposition. Cette semaine, on a également mentionné l'utilisation d'outils de régulation. Et c'est quelque chose d'important pour les petites entreprises. Il faut également parler de la durée des avoirs des banques centrales. La durée a été très longue, ce qui en fait évince les petites entreprises du capital pour le profit des grandes entreprises. Et là encore, ce n'est pas quelque chose d'optimal du point de vue de la croissance. Merci. Merci. Et voilà qui met un point final à cette conférence de presse. Merci, Monsieur Malpass. Merci à tous. Au revoir.